Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Sommet Trump-Kim à Singapour, entre espoirs immenses et incertitudes absolues. À la veille de la rencontre, nous reviendrons sur ces enjeux. C'est finalement l'Espagne qui a donné le feu vert à l'accostage du navire humanitaire l'Aquarius après que Malte et l'Italie s'en sont renvoyés la responsabilité. À Goma, en République démocratique du Congo, la Lucha endeuillée après la disparition tragique de Luc Nkulula, l'un des fondateurs du mouvement citoyen. Bienvenue à toutes et à tous. En Corée du Sud, c'est l'optimisme qui prévaut quant à l'issue du sommet Trump-Kim, prévu demain matin à 9h heure locale, soit 1h temps universel. Pour Séoul, le président américain et le dirigeant nord-coréen parviendront à mettre fin au programme nucléaire du Nord. Ce reportage à Séoul de Brian Padden est dit par Dili Diko. À Séoul, nombreuses sont les personnes à espérer que le sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord va améliorer les perspectives d'une paix durable dans la région, et ce, même si un accord de dénucléarisation définitif n'est pas conclu. Ce que nous voulons, c'est la paix. J'espère que le sommet va bien se dérouler et que la paix reviendra dans la péninsule coréenne. En attendant la tenue du sommet, des rassemblements ont lieu à Séoul. Des personnes exhortent les deux leaders à mettre fin au bras de fer nucléaire qui les oppose. En même temps, certains groupes conservateurs se mobilisent pour convaincre les États-Unis de ne pas accepter de compromis lors des négociations avec le régime de Pyongyang. Quant aux sondages, ils indiquent un soutien fort pour le président sud-coréen, le progressiste Moon Jae-in, dont les efforts diplomatiques sont loués. En Corée du Sud, la popularité de Kim Jong-un s'est considérablement accrue depuis le sommet intercoréen en avril. Il y est apparu aux yeux des gens comme étant inoffensif et ouvert au dialogue. Au sujet du président Kim Jong-un, j'avais auparavant une opinion négative. Mais après l'avoir vu à la télé lors du dernier sommet, mon appréciation de lui s'est beaucoup améliorée. La cote de popularité du président Trump en Corée du Sud s'est nettement améliorée ces derniers jours. De façon générale, les habitants de Séoul attendent du sommet de Singapour qu'il produise des résultats positifs afin de réduire les risques d'un conflit armé et favoriser le processus de paix. Et pour approfondir sur cet avant-sommet, en direct de Paris, nous sommes avec Frédéric Castel, journaliste spécialisé. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez passé, Frédéric, l'an dernier, une dizaine de jours en Corée du Nord. Première question, et si les enjeux de cette rencontre étaient avant tout de politique intérieure, et ce pour les deux partis en présence ? C'est très important, certainement pour les deux leaders. Trump veut montrer à son électorat et même à tous les Américains qu'il réussit à faire ce qu'aucun président américain n'a réussi. Rencontrer le leader de la Corée du Nord, avec qui il n'y a pas eu de paix signée depuis la terrible guerre des années 50. Trump sait très bien qu'il pourrait décrocher un prix Nobel de la paix si les discussions portent leurs fruits. Pour Kim Jong-un en face, ce jeune dirigeant d'une trentaine d'années veut obtenir une reconnaissance de son pays. Et ça dure depuis 25 ans. Toute la dynastie des Kim, son père, son grand-père, tentent d'être mis sur le même pied d'égalité que les États-Unis et sortir de son isolement unique au monde. Ensuite, Kim Jong-un veut faire cesser les sanctions internationales très dures qui asphyxient son pays. S'il arrive à desserrer les taux de cet embargo, ce serait un immense succès pour lui. Pour lui, et on l'a bien compris avec votre exposé, Frédéric, d'autre part, pour le président Trump, que faudrait-il pour que ce sommet se conclue sur un accord win-win, gagnant-gagnant ? Même si les résultats sont très incertains,
il faut d'abord que le courant passe entre les deux chefs d'État qui sont à la recherche d'une reconnaissance pour rentrer dans l'histoire. Cela permettrait un climat de confiance pour réussir à commencer, on dit bien, à dénucléariser la Corée du Nord. Kim Jong-un pourrait s'engager à arrêter les essais nucléaires et les tirs de missiles balistiques qui peuvent atteindre les États-Unis. Probablement pour les armes nucléaires existantes qui sont l'assurance vie du régime, il ne le ferait pas tout de suite. En échange, les États-Unis pourraient aider économiquement la Corée du Nord pour faire lever à l'ONU les sanctions internationales. Et ce serait déjà un très bon démarrage pour de longues négociations entre les deux pays. Alors justement, vous parliez d'un commencement. Pourquoi autant de passion pour un sommet qui ne dure qu'un jour et dont l'issue ne peut être d'abord qu'incertaine et ensuite ça ne peut être qu'une première étape? D'abord, ce tête-à-tête était inimaginable il y a quelques mois entre les deux leaders, alors qu'ils s'envoyaient des insultes. Ensuite, depuis 1953, la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et les États-Unis a pris fin, mais sans traité de paix qu'on attend toujours. En 65 ans, toutes les négociations avec Pyongyang ont échoué. Et les progrès spectaculaires ces dernières années de la Corée du Nord dans le domaine nucléaire et missiles balistiques font très peur, font trembler la région. La Corée du Sud en premier lieu, le Japon aussi, sont très inquiets, et même la Chine, qui est le grand allié de la Corée du Nord, n'aimerait pas voir le moindre conflit à ses portes, ni d'ailleurs voir, à l'inverse, les États-Unis trop se rapprocher de Pyongyang. Frédéric, vous avez évoqué ceux qui auraient tout intérêt à ce que cet accord soit signé. Qui aurait intérêt à ce que cet accord capote? Pas grand monde, certainement pas, à part des ennemis personnels. Ça serait, tout le monde veut ça, toute l'Asie, toute la région asiatique ne veut surtout pas de conflit. Et donc si ces deux leaders qui sont assez, qui sont à la recherche de résultats très importants, voilà, tout le monde reconnaît qu'il y a une audace des deux côtés, et si cette audace aboutit, tout le monde sera ravi, des États-Unis, le Japon, la région et même l'Europe. Merci Frédéric Castel, on aura bien compris ce que vous venez de nous transmettre, l'audace qui pourrait réussir et profiter à tous et à toutes. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé. Ici, aux États-Unis, un sujet polémique. La Cour suprême américaine a donné raison aujourd'hui à l'Ohio, État du Midwest, où les républicains au pouvoir ont pris des mesures pour radier les personnes qui ne votent pas régulièrement. Dans les faits, et c'est l'un des nœuds de la controverse, sont ainsi mis sur la touche civique, pour ainsi dire, de nombreux militaires de retour de mission et des habitants soumis aux aléas économiques, notamment ceux ayant de longues heures de travail. Nous avons commencé en Asie du Sud-Est, cap sur le continent, au Mali. Élection présidentielle au Mali, plus précisément. Il avait démissionné de l'armée, laissant entendre qu'il pourrait être candidat. Il l'a annoncé officiellement ce week-end. Le général démissionnaire Moussa Sinko Koulibaly, 46 ans, a justifié sa candidature en se portant volontaire pour trouver des solutions aux problèmes maliens restés, selon lui, sans réponse. C'est à Ségou, à 240 km au nord de Bamako, que ce diplômé de la prestigieuse école française de Saint-Cyr a annoncé la nouvelle. Sa priorité, les crises au nord et au centre du pays, ses remèdes, l'application de l'accord d'Alger et le dialogue national. En Centrafrique, un casque bleu burundais a été tué dimanche soir à Bambari, au centre du pays, lors d'affrontements entre des hommes armés et des soldats de l'ONU. Selon une source de la gendarmerie de Bambari, le convoi a été attaqué par des combattants du groupe armé Union pour la paix en Centrafrique. Plusieurs membres du groupe ont été tués durant les combats, toujours selon la même source. Depuis début mai, Bambari a plusieurs fois été le théâtre d'affrontements. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le mouvement citoyen Lucha est en deuil. L'un de ses fondateurs, l'activiste Luc Nkulula, est mort dans l'incendie de sa maison dans le quartier Imbi à Goma. Ses camarades privilégient la piste criminelle et demandent une enquête tout en promettant de continuer leur combat pour la démocratie en RDC. À Goma, Charlie Kasereka.
L'incendie chez Luc Kouloula est survenu au milieu de la nuit du samedi à dimanche alors qu'il était au lit. Au moment où la flamme s'est intensifiée, Luc, comme ses voisins l'appellent avec affection, n'a pas pu réussir à se sauver. Les voisins ont tenté sans succès d'éteindre le feu avant l'arrivée des pompiers qui sont arrivés avec un grand retard. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue, mais ses camarades de la lucha privilégient plutôt la piste criminelle. Nous sommes vraiment consternés, sidérés par cet événement qui nous rend quand même questionnants sur beaucoup de choses parce que nous ne comprenons pas comment il y aurait un incendie chez lui alors qu'il n'y avait pas de flammables, il n'y avait pas non plus du courant électrique. Nous attendons, nous exigeons qu'il y ait une enquête. C'est le deuil et la consternation pour tous les militants du mouvement Lucha dans le Nord Kivu. Il m'a appris beaucoup de choses. Quand je suis arrivée à la Lucha, c'est lui qui m'a intégrée. Il disait tout ce qu'il pensait du Congo. Il avait l'espoir. Je voyais ce Congo nouveau avec Luc, mais aujourd'hui il vient de nous quitter. À 33 ans d'âge, Luc Kouloula occupait depuis quelques mois la coordination de la nouvelle société civile au Nord Kivu. Membre fondateur de la Lucha à Goma en 2012, il a été plusieurs fois arrêté par la police et mis en prison. Les autorités de la province promettent une enquête sur cette mort tragique. Charlie Kassereka pour VOA Afrique, Goma. 32 prisonniers éthiopiens ont été relâchés ce lundi par l'Égypte. Ils sont rentrés à Addis Abeba à bord du même avion que le Premier ministre Abiy Ahmed en visite officielle au Caire. Les présidents éthiopiens et égyptiens se rencontraient pour évoquer la construction controversée d'un barrage sur le Nil en Éthiopie. Les détenus étaient incarcérés au Caire pour intrusion ou autres délits mineurs et pour des infractions liées à l'immigration. En Europe, à quelques jours d'un sommet européen sur les migrations, Matteo Salvini remporte son premier bras de fer. Le tout nouveau ministre de l'Intérieur italien avait fermé les ports italiens à un bateau humanitaire avec plus de 600 migrants à son bord, dimanche, hier donc, estimant que Malte devait les accueillir. C'est finalement l'Espagne qui a donné le feu vert à l'accostage de l'Aquarius. Des précisions avec Irénée Hermanumbo. À bord de cet Aquarius exploité par l'organisation caritative européenne SOS Méditerranée, des centaines de migrants. Ils sont au total 629, dont des femmes et des enfants, secourus des vagues meurtrières de la Méditerranée. Le navire qui devait accoster au large des côtes italiennes a été interdit d'accès. Nous parlons d'êtres humains, plus de 600 personnes, y compris des mineurs. La priorité des autorités italiennes et maltaises devrait être de veiller à ce que ces personnes reçoivent les soins dont elles ont besoin. Nous appelons toutes les parties impliquées à contribuer à une résolution rapide afin que les personnes à bord du vaisseau Aquarius puissent être débarquées en toute sécurité dès que possible. Malte avait rejeté la demande italienne, ouvrant ainsi la perspective d'un désaccord diplomatique avec son allié. Selon le droit international, la décision de où un bateau devrait débarquer relève de la compétence du pays qui est en train de coordonner l'opération de recherche et de sauvetage. Or, le droit international ne précise pas que ça doit être le pays lui-même. C'est ce qui donne, c'est des critères pour orienter cette décision. Des négociations se sont multipliées au niveau diplomatique pour trouver une destination crédible à ces migrants. C'est finalement l'Espagne qui a donné le feu vert à l'accostage de l'Aquarius. Et puis crise dans le Golfe. Le Qatar annonce avoir saisi la Cour internationale de justice contre les Émirats arabes unis. Doha dénonce un blocus aérien, maritime et terrestre, ainsi que l'expulsion depuis le 5 juin de ses citoyens par l'Arabie saoudite, mais également les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte. Doha qualifie ces mesures de violation des droits de l'homme liées à une discrimination contre le Qatar et ses citoyens. Les 4 pays accusent le Qatar notamment de financer le terrorisme. Au moins 13 personnes sont mortes et 31 blessées aujourd'hui à Kaboul dans un attentat suicide revendiqué par l'organisation État islamique devant l'entrée d'un ministère où étaient rassemblés des employés qui s'apprêtaient à rentrer tôt chez eux à cause du ramadan. L'attaque survient à la veille d'un cessez-le-feu d'une semaine annoncé par l'État afghan en amont de l'Aïd el-Fitr, la fin du ramadan, attendue vendredi. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, le journal de VOA Afrique. Nous sommes en direct de Washington.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Tout de suite les titres de votre journal. La migration à taille d'enfant, migrante, mendiante, puis retrouvant les bras de maman au Niger. L'histoire dans ce journal de la petite Daoussia. L'Ouganda est un grand importateur de cheveux synthétiques. Il est aussi un territoire à conquérir pour deux avocates passionnées par les cheveux naturels. Coupe du monde de football en Russie, à J-3, découvrez ces équipes qui représenteront le continent pendant le mondial. Minutes pour découvrir une vie d'effort et d'aventure. C'est le pari de la rubrique du lundi, l'invité de la diaspora. Et avec nous ce soir, le monsieur Afrique de la mairie de Washington DC, Mamadou Samba. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Mamadou. Avec plaisir. Première question, évidemment. Comment êtes-vous arrivé à la mairie de DC? J'allais dire, comme beaucoup d'immigrés, mon histoire s'est commencée avec une petite épisode d'adaptation en tant qu'immigré aux États-Unis, adaptation de la langue, de la culture, de la façon de faire ici. Et ensuite, j'ai décidé de prendre ma vie, mon destin en main, en décidant de poursuivre mes études en sciences politiques puis en administration civile. Et plus tard, j'ai dédié peut-être une cinquaine, 2 ou 3 ans à peut-être avoir de l'expérience au niveau municipal. Et enfin, peut-être un peu de chance d'être nommé par le maire. Et voilà, je suis là. Mais dès le départ, c'est la vie politique qui vous intéressait? Non, c'était plutôt la vie sociale. Vous savez, venant de l'Afrique, j'ai toujours voulu avoir de l'expérience. D'où en Afrique venez-vous? Du Sénégal, le meilleur pays africain d'abord. Les Congolais apprécieront, ainsi que les Guinéens, les Camerounais et le reste. Non, je blague seulement, je blague. Mais bon, c'était plutôt l'expérience qui allait me permettre de retourner au Sénégal ou bien en Afrique et de pouvoir aider ma communauté et le continent. Restons ici aux États-Unis. Quel regard portent vos interlocuteurs américains sur le continent? Bon, vous savez, je pense que ce qui est important est le regard que nous portons en tant qu'Africains sur le continent. Parce que je me suis rendu compte que par rapport au regard que nous ayons sur le continent, cela affecte le regard que les Américains et les non-africains portent sur le Alors, je change ma question. Quel regard portons-nous? Un regard positif, mais avec beaucoup de travail à faire. Un regard optimistique, mais aussi avec beaucoup d'efforts sur le plan l'emploi des jeunes, la sécurité nationale, l'économie, et plutôt les femmes d'une manière générale, de leur permettre d'avoir accès aux mêmes services et aux mêmes opportunités que les hommes. Donc si je lis bien entre les lignes, on a encore un problème d'image, mais qui vient d'un problème de fond sur lequel il faut qu'on travaille. Oui, en quelque sorte, oui, bien sûr. Est-ce que vous avez une jolie histoire à partager avec nous sur votre travail à la mairie Vous savez, de moi, j'ai la chance d'être ici en tant que Sénégalais qui représente la communauté africaine. Mais aussi, je pense qu'une belle histoire, c'est l'opportunité de célébrer l'Afrique d'une manière générale et aussi qui nous permet de contribuer au développement de non seulement l'Afrique, mais aussi de nos communautés ici à Washington et aux États-Unis de manière générale. De manière générale? Oui. Et comment décrivez-vous votre place à la mairie? Ma place, c'est plutôt... je représente la communauté africaine. Je ne suis pas là en tant que Mamadou Samba ou bien un Sénégalais qui est là-bas. C'est plutôt moi, je suis là-bas. Vous êtes l'ambassadeur des Africains à Washington, mais aussi l'ambassadeur du maire dans la communauté africaine. Et jusqu'ici, comment se passe la communication entre les deux pôles? On a nos challenges. Ce n'est pas facile, mais c'est effectivement pourquoi on est là, en tant qu'administrateur public, en tant que cadre au niveau de la mairie. Et c'est tout? Demain, quel est votre objectif? Bon, vous n'allez pas vous arrêter là? Bon, je ne sais pas. Le ravenir laisse... ça reste à voir. En tout cas, on reste ambitieux. On reste vraiment dédié et passionné à servir la communauté. Et donc, ce qui vient demain, bon, on laisse à Dieu
de décider et de nous mener vers le droit chemin. Et nous nous ferons fort d'en faire l'écho. Merci. Merci beaucoup. Samba. Merci. Je rappelle que, comme je le disais en vous introduisant, vous êtes le Monsieur Afrique de la mairie de Washington, D.C. Après notre invité de la diaspora, une histoire de migration à présent, et une fois n'est pas coutume, à taille d'enfant. La petite Daoussia a été emmenée en Algérie par son père contre la volonté de sa mère. Après 4 mois passés à mendier dans les rues, elle est de retour dans son Niger natal et a retrouvé les bras de sa maman. Les détails avec Arzouma Compaoré. Daoussia a 7 ans. Dans quelques heures, elle retrouvera les bras de sa mère, Hassana, pour qui ce sont des retrouvailles émouvantes. Hassana n'avait pas pu dire grand-chose quand son mari a décidé d'emmener leur fille pour qu'elle devienne une mendiante. Daoussia a été sauvée quand elle a été raflée par la police. Son père s'est échappé. Je l'avais dans mon cœur. Je passais tout mon temps à penser à elle. Le Niger a longtemps été un point de transit clé pour les migrants et les passeurs. Mais depuis que l'Union européenne a commencé à sévir contre les migrants, le flux a ralenti. L'UNICEF travaille à réunir les enfants avec leurs familles, d'autant plus que l'Algérie dit qu'elle ne peut plus accueillir de migrants. À présent, une seule chose compte pour Hassana, remettre Daoussia à l'école. Maintenant, je ne penserai qu'à ce qu'il faut faire pour le dîner. Juste notre soupe traditionnelle, sans viande. Depuis novembre dernier, 2000 enfants ont été rapatriés d'Algérie vers le Niger. Le monde aujourd'hui, c'est aussi les sports, n'est-ce pas, Yacouba Ouedraogo? Bonsoir. Bonsoir Anna, bonsoir à vous, chers amis sportifs. Nous ne sommes plus qu'à 3 jours de la grande messe du football mondial, Russie 2018, et sur les 32 pays qualifiés, 5 sont africains. Le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal et le Nigeria représenteront donc le continent en Russie. Nous allons ensemble découvrir ou redécouvrir les formations africaines dans une courte série, et ce jusqu'à la veille du coup d'envoi. Aujourd'hui, nous parlerons du Nigeria et de la Tunisie. Mais bien avant, actualité oblige, et nous parlons tennis avec le sacre du roi de la terre battue à Paris. Raphaël Nadal a ajouté un 11e titre en autant de finales en maîtrisant. Dominique Thiem, pourtant considéré comme un des rares joueurs capables de le menacer. L'Espagnol l'a emporté en 3-7, 6-4, 6-3, 6-2 en 2h42 minutes, malgré des crampes à la main gauche dans le dernier acte. Bien évidemment, le roi de la terre battu est heureux. On l'écoute. Je suis revenu il y a de cela presque 5 mois, sans jouer un tournoi complet depuis Shanghai l'an dernier. Mon premier événement officiel était en Coupe Davis, mais j'ai joué seulement 2 matchs, puis Monte Carlo. Donc beaucoup de mois avec des problèmes. Alors revenir et avoir la chance de gagner à Monte Carlo, Barcelone, Rome, mais maintenant ici, oui, c'est très émouvant pour moi. Chez les dames, la Roumaine Simona Halep, qui a remporté samedi à Roland-Garros son premier titre en Grand Chelem, a reçu un accueil de star aujourd'hui même dans son pays. La numéro 1 mondiale a confié avoir désespérément cru en sa chance de remporter un tournoi du Grand Chelem. Après les 3 finales perdues depuis 2014 à Paris et en Australie, Simona Halep a enfin réalisé son objectif à l'issue d'une bataille en 3-7, 3-6, 6-4, 6-1 contre l'américaine Sloane Stephens. Football à présent, je vous l'annonçais, Anna également. Allons maintenant à la découverte ou à la redécouverte de 2 mondialistes africains, la Tunisie et le Nigeria. Et nous commençons par le Nigeria. Les Super Eagles sont logés, on le sait, dans le groupe D avec l'Argentine, la Croatie et l'Islande. L'Argentine est déjà 2 fois vainqueur de la compétition en 1978 et en 1986, est d'office favorite de ce groupe. La 2e place devrait se disputer entre le Nigeria et la Croatie. En 6 participations au mondial, le Nigeria s'est déjà retrouvé au second tour à 3 reprises, en 1994, 1998 et 2014, tandis que la Croatie, 5 participations en dehors de 1998 où elle a terminé 3e en France, est généralement sortie au premier tour. Mais attention au petit pousset l'Islande qui participera pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde, mais qui a créé, il faut le rappeler, la surprise en terminant quart de finaliste à l'Euro 2016.
Parlons préparation. Et pendant donc leur préparation pour le Mondial 2018, les Super Eagles se sont inclinés 0-1 face à la République tchèque. Le Nigeria a aussi été battu par l'Argentine 1-2 et a fait un match nul 1-1 face aux Léopards de la RDC. Les joueurs de Gernot ont chuté pendant les matchs amicaux alors qu'ils avaient bien ouvert la première série des matchs de préparation par des victoires 4-2 face à l'Argentine et 1-0 devant la Pologne. Et donc, on va souhaiter tout simplement bonne chance aux Aigles de Carthage. Un autre représentant africain au mondial, c'est la Tunisie et les Aigles de Carthage, et donc qui feront face aux montagnes anglaises et belges. Dernière apparition des Aigles de la Tunisie au mondial remonte à 2006 en Allemagne, où, comme lors des 3 précédentes éditions, les Aigles ont terminé, qui ont participé en 78, en 98 et en 2002, on le rappelle. Et donc, les Aigles se sont fait éliminer dès le premier tour pour toutes ces participations. Se qualifier donc devant les adversaires belges et anglais ne sera pas tâche facile, tout le monde le sait. La Tunisie aura un intérêt à s'accrocher cependant au Panama, tout en espérant créer bien sûr la surprise face à la Belgique et à l'Angleterre. Et sur le plan de la préparation, après 2 matchs amicaux, nul 1, 2-2 contre le Portugal et 2-2 également contre la Turquie, la Tunisie s'est inclinée devant l'Espagne 0-1 à l'occasion de son 3e et dernier match de préparation. C'est la première défaite des Aigles de Carthage en 2018. Et donc dans l'ensemble, les Aigles ont tenu et peuvent espérer quand même un résultat positif le 18 juin prochain contre l'Angleterre, premier des 3 adversaires qu'ils affronteront dans leur groupe. Et donc voilà pour ce qui est de la Tunisie et du Nigeria. On se donne rendez-vous demain pour un autre focus sur l'un des pays africains qualifiés pour le Mondial 2018. Nous serons bien évidemment fidèles au rendez-vous. Yacouba Ouedraogo, juste un joli commentaire de l'écrivain Sami Tchak à propos de Rafael Nadal. Il a dit sur Facebook que la France devrait lui donner la nationalité française au nom du droit à la terre. Un reportage à présent, elles ont un métier, avocate, mais ces ferventes adeptes du cheveu naturel veulent aussi partager leur passion avec le plus grand nombre dans un pays, l'Ouganda, qui est un grand importateur de cheveux synthétiques. Halima Toumani les a rencontrés, le récit est de Blanche Sanou. Loin du tribunal de Kampala, Lydia et Rowena se rendent aujourd'hui à une exposition pour les cheveux naturels. Objectif, défendre les coiffures naturelles ainsi que les produits de soins des cheveux. Ici, designers, fabricants de produits et autres partagent leur passion pour une coiffure que beaucoup considéraient autrefois comme dépassée. Quand j'ai rencontré Lydia, elle était élégante avec ses cheveux. Elle avait l'habitude de venir en classe avec différents styles de cheveux naturels qui m'ont beaucoup inspirée. La décision d'aller au naturel n'est pas facile pour beaucoup de ces femmes africaines, surtout quand il s'agit de couper les cheveux défrisés en général. Ça a été une décision radicale pour moi quand je suis passée au naturel. J'ai coupé tous mes cheveux. Mais après, j'étais timide et je me demandais, devrais-je porter un chapeau? Certaines personnes me regardaient et se demandaient pourquoi ce changement. Maintenant, je suis très à l'aise. Ces avocates se disent confiantes quant au changement de mentalité des femmes à Kampala. La tendance est de plus en plus au naturel, au détriment des cheveux lissés, des extensions et des perruques. Avoir des cheveux naturels ne veut pas dire que vos coiffures ne sont pas présentables sur le lieu du travail ou dans des endroits formels. En plus, il y a plusieurs manières de les entretenir. Les cheveux naturels sont tellement malléables. Pour aider les amateurs de cheveux naturels, Rowena et Lydia ont créé des blogs où elles donnent des informations sur les techniques d'entretien des cheveux naturels ainsi que les produits bio et salons afro. Et c'est sur ces belles boucles que nous nous quittons. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain, même heure, même lieu sur VOA Afrique. Et j'aurai le plaisir de vous la présenter. Très belle soirée sur VOA Afrique.